Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3336 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 23 juin avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec une légende, certainement le plus grand joueur de l'histoire de l'équipe de France. Il s'agit bien sûr de Zinedine Zidane, il fête aujourd'hui ses 53 ans. On lui souhaite un très bon anniversaire, ancien joueur par exemple du Real Madrid. Il a joué également la Juventus, il a joué dans d'autres équipes, donc il va certainement devenir l'année prochaine entraîneur de l'équipe de France après le départ de Deschamps, après la future Coupe du Monde. On lui souhaite un très bon anniversaire à Zidane. Sinon, les autres anniversaires, mais cette fois-ci des joueurs en activité. Elie Junior Kroupic, un meilleur buteur et meilleur joueur de la saison là, qui vient de se finir en Ligue 2. Il fête aujourd'hui ses 19 ans seulement, le jeune attaquant de l'équipe de Lorient. Donc bon anniversaire également à tous les autres joueurs sur cette liste. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier. Et on commence tout d'abord avec l'Euro eSport. Il y avait les 4 quarts de finale. On va parler des 4 rencontres. On commence tout d'abord avec l'équipe de France Espoir qui joue contre le Danemark. C'était hier dimanche à 17h le coup d'envoi. Donc un match un match fou parce que l'équipe de France perdait 2-1. C'était à la 83e minute de jeu. Il restait plus que 5 minutes on va dire à jouer. Danemark 2-1. C'était bon pour les Danois quasiment pour se qualifier pour les demi-finales. Non, parce que la France, les gars, grâce à Quentin Merlin, 84e et Mathys Tel, 85e, ils ont marqué 2 buts en 2 minutes. Ils ont renversé totalement le match et du coup, ils se qualifient pour les demi-finales de cette compétition. N'oubliez pas que la France avait fait pareil contre la Géorgie, où je sais plus, la France perdait et puis en 2 ou 3 minutes, ils avaient marqué 2 buts, puis ils avaient gagné le match contre les Géorgiens s'ils nous auraient été éliminés. Ils ont fait le même coup en quart de finale. Cette équipe de France Espoir, donc félicitations à eux. Donc j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les statistiques, c'est totalement logique à cette qualification. Plus de 20 tirs pour l'équipe de France, 10 tirs cadrés, c'est énorme. Donc 3 buts ont été marqués. L'équipe du Danemark, il y a eu aussi beaucoup de tirs, 14, mais seulement 3 frappes cadrées. Donc il y a quand même 7 tirs cadrés de plus pour l'équipe de France que le Danemark. Donc voilà, quand on regarde ces statistiques, on se dit la France, bien sûr, mérite quand même sa qualification pour la suite du tournoi. Donc les Bleus prolongent l'aventure. Donc dans le dernier carré de cette compétition, n'oubliez pas qu'il y a pas mal de clubs qui ont retenu leurs joueurs pour que ne participe pas à cette compétition. Par exemple, Magnessa Cluj n'a pas pu jouer avec cette équipe de France Espoir parce que Monaco ne voulait pas le lâcher. Donc voilà, malgré tous ces joueurs qui n'ont pas pu être là, l'équipe de France est quand même en demi-finale. Et l'homme du match, donc c'est Diaby Cissé, donc pour la deuxième fois consécutive, 2 fois élu homme du match lors des 2 derniers matchs des Bleus. Donc le crack du Stade Rennais lancé par Habib Beye cette saison s'illustre avec les espoirs. Donc voilà, félicitations bien sûr à lui. Et du coup, la France affrontera l'Allemagne en demi-finale de l'Euro U20. Ce choc aura lieu ce mercredi parce qu'on va parler des autres quarts de finale. Et donc il y avait également un Allemagne-Italie et c'est l'Allemagne qui s'est imposée après prolongation contre les Italiens. Donc 3-2. Donc un match fou. Pourquoi ? Parce que déjà l'Italie a déjà pris 2 rouges. Voilà, en fin de match, 81e et 90e minute de jeu. Ils jouaient à 9 contre 11 et surtout ils ont égalisé parce qu'il y avait 2-1 pour l'Allemagne et l'Italie a quand même réussi à marquer grâce à Ambrosino à la 96e sur coup franc. Donc il a égalisé et du coup ils sont partis en prolongation, mais côté allemand ils ont remarqué un nouveau but juste avant la séance de tir au but à la 117e et du coup ils se qualifient pour la suite du tournoi. Bien sûr l'Allemagne qui affrontera du coup l'équipe de France, ça sera après-demain. Donc voici les statistiques de cette rencontre et on va parler de ce joueur qui a déjà marqué un triplé lors des matchs de poule. J'ai dit attention à ce joueur les gars, il est très bon. Il va falloir se souvenir de son nom. Donc c'est Nick Woltemade. Donc buteur contre l'Italie en quart de finale. Donc il était buteur hier il a marqué à la 68e minute de jeu. C'était le premier buteur côté allemand. Donc l'allemand est chaud sur cette compétition. Déjà 5 buts et 2 passes décisives en 3 matchs. Déjà 7 fois décisif en seulement 3 matchs pour cet attaquant. Et l'année de Nick Woltemade, donc un joueur né en 2002, est juste dingue. Donc déjà juillet 2024, il y a un an, il part libre, en gros transfert libre du Werder de Brême à Stuttgart. Voilà. Donc mai 2025, donc il finit la saison de Bundesliga avec 12 buts après le départ de Guirassy, parce que Guirassy avait quitté Stuttgart pour aller à Dortmund. Et du coup c'était lui son remplaçant. Il a marqué quand même 12 buts la saison qui vient de se finir en Bundesliga. Pas mal pour un tout jeune joueur. Donc mai 2025, il remporte la Coupe d'Allemagne, il marque en finale avec Stuttgart. En juin 2025, convoqué pour la première fois avec la sélection allemande. Première sélection pour lui. Et juin 2025, donc là il peut jouer avec les espoirs. Donc meilleur buteur de l'Euro Esport avec 5 buts et 2 passes D. Donc ce joueur à surveiller. Ce joueur qui jouera en plus l'Europa League. Donc Stuttgart a gagné la Coupe d'Allemagne là, puisqu'il était buteur. Donc on les verra en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et est-ce que vous connaissez combien de joueurs dans ce 11 de l'Italie de l'Allemagne Espoir? Par exemple côté allemand, donc il y a Woltemade, donc voilà, peut-être que vous connaissez maintenant, mais sinon les autres, est-ce que vous les connaissez? Parce que par exemple en équipe de France, il y a quand même des joueurs connus, Mathys Tel, tous ces joueurs-là jouent comme dans des clubs comme Tottenham, il y a comme des joue comme dans de grands clubs, que là c'est vrai que côté allemand ou même côté italien, il y a quand même très peu de joueurs connus. Endur qui jouait du côté du PSG
à jouer côté italien. Donc voilà la relève, côté Allemagne et côté Italie avec les équipes espoirs. On continue avec les autres quarts de finale. Donc ces deux affiches avaient lieu samedi. Donc l'Espagne contre l'Angleterre et c'est l'Angleterre espoir qui s'est imposé 3-1. Donc on peut voir les buteurs, tiens, comme Harvey Elliott, le joueur de Liverpool a été buteur, ou même McCarthy, joueur de Manchester City, a également été buteur. Côté Angleterre, donc voilà, belle victoire des Anglais qui se qualifient. Donc l'Espagne qui est quand même une équipe favorite, parce qu'on n'oublie pas que l'Espagne, d'ailleurs, une compétition, une compétition espoir, ils ont gagné l'Euro. C'est pas l'Euro, qu'est-ce que je dis, plutôt les Jeux Olympiques espoirs qui ont été joués l'année dernière. Donc voilà, félicitations bien sûr à l'Angleterre qui se qualifie pour la suite du tournoi. Et aussi les Pays-Bas qui éliminent quand même le Portugal qui était dans le groupe de la France lors des matchs de poule. Une victoire 1-0 des Néerlandais. À noter que Quenda a joué, il a même eu un penalty qu'il n'a pas marqué. Quenda, le tout jeune joueur maintenant, qui va filer maintenant du côté de Chelsea. Pourtant, regardez, le Portugal plutôt dominé, 17 tirs pour les Portugais, 4 seulement pour les Pays-Bas. Et c'est les Pays-Bas qui ont été plus efficaces. Du coup, les deux demi-finales, donc ça va se jouer après-demain. On est le 23, c'est le 25. Donc tout d'abord, 18h, Angleterre, Pays-Bas. Et 21h, Allemagne contre l'équipe de France. Donc les équipes qui gagneront joueront en finale. Ça sera samedi à 21h, la grande finale de cet Euro Espoir. On bascule maintenant sur la Coupe du Monde des clubs parce que c'est vrai que là il y a deux compétitions qui se jouent en même temps, donc l'Euro Esport et maintenant la Coupe du Monde des clubs. On va revenir sur tout ce qu'il y a à dire, tout ce qui s'est passé ce week-end. Et tout d'abord, hier soir, le Real Madrid jouait contre l'équipe mexicaine de Pachuca. Et victoire des Madrilènes 3-1. Un but de Jude Bellingham, Arda Güler, Fede Valverde contre un but de Montiel en fin de match côté Pachuca. A noter que côté Real, ils ont joué quasiment tout le match à 10 contre 11 parce que Raúl Asensio a pris carton rouge. Voilà, vraiment très stupide son rouge. Il fait une faute vraiment très stupide qui pénètre totalement son équipe. Enfin, pas trop parce que quand même ils ont gagné, mais bon, ils ont totalement subi le Real Madrid. Regardez-moi ces statistiques. Ça a été un Real Madrid ultra efficace hier. Donc 8 tirs, mais 3 tirs cadrés, 3 buts. Aucun arrêt du gardien de Pachuca. C'est vrai que quand tu as un bon gardien, ça fait la diff. Et le bon gardien hier était du côté du Real. C'est Thibaut Courtois. 25 tirs pour Pachuca, 11 tirs cadrés. C'est-à-dire, ils ont quand même eu pas mal de chances de marquer. Ils ont marqué seulement un but, ce qui veut dire qu'il a réalisé 10 arrêts. Thibaut Courtois. Et 10, c'est le nombre d'arrêts de Thibaut Courtois aujourd'hui face à Pachuca. Un record dans la compétition. Jamais un gardien va réaliser autant d'arrêts lors d'un match. Heureusement qu'il y avait un grand Thibaut Courtois, sinon le Real Madrid aurait pris beaucoup de buts. Et s'ils n'auraient pas été aussi efficaces, voilà, c'est pas non plus un hold-up, parce que voilà, on parle comme du Real Madrid, mais c'est vrai que ce rouge de Raúl Asensio a pénalisé cette équipe malgré la victoire. Ils ont beaucoup subi, bien sûr, beaucoup de tirs cadrés. Donc merci, on peut dire, à Thibaut Courtois du côté du Real. C'est même pas Thibaut Courtois l'homme du match, et ça c'est fou, il aurait mérité totalement ce prix. C'est plutôt Jude Bellingham aussi qui a réalisé un gros match, Jude en plus buteur. Donc les Bellingham ont frappé fort cette semaine au Mondial des clubs, parce que Jude Bellingham, buteur et homme du match, et Job Bellingham, son petit frère, a également été buteur et homme du match lors de la rencontre de Dortmund qu'on parlera tout à l'heure. Donc voilà, les deux Bellingham ont pu montrer bien sûr qu'ils sont des très bons footballeurs. Et Jude, sur les comparaisons avec son frère Job, tout le monde me chambre en me disant qu'il est meilleur que moi, son petit frère. Je devais répondre aujourd'hui un partout en termes de MVP. Il a remporté son prix lui samedi, Job. Et là, Jude le remporte lui le lendemain, le dimanche. Xabi Alonso a de très bonnes idées. Et toujours avec Jude, il confirme les gars qu'il va se faire opérer de l'épaule. Après la Coupe du Monde des clubs, je perds patience parce que et en gros, il a mal. Depuis pas mal de mois, il joue avec un gros bandage au niveau de son épaule. Il doit se faire opérer, sinon jamais ça s'améliorera. Il fallait trouver le bon moment et du coup, il se fera, dès que ça sera fini, la Coupe du Monde des clubs pour le Real Madrid, il se fera opérer. Il devrait louper les premiers matchs du début de saison prochaine. Du Bellingham, après son opération, il devrait louper normalement 2 voire 3 mois de compétition. Mais vu qu'il y a les vacances, bien sûr, ça enlèvera un peu de matchs qu'il loupera en moins, on peut dire. On va parler aussi de Huijsen, recrue Huijsen et grosse performance, bien sûr. Donc 7 dégagements, 1 interception, 3 tacles, 0 dribble concédé. Jamais il a été dribblé. 7 duels gagnés, 93% de passes réussies. Lui, il a réussi totalement son match, le défenseur, bien sûr, espagnol. Grosse performance, bien sûr, de sa part. Et concernant Raúl Asensio, donc lui, vraiment très décevant. C'est que Raúl Asensio, les gars, dans pas mal de matchs, il fait des fautes vraiment très stupides. C'est pas possible, il donne trop des pénaltys, des choses comme ça. Là, s'il donne un rouge, heureusement, ça tourne en faveur du Real Madrid avec une victoire 3-1. Mais voilà, il y a beaucoup de matchs où ça aurait été perdu, de jouer à 10 contre 11, c'est pas possible. Donc déjà, contre Al Hilal, il concède un pénalty face à Al Hilal lors du premier match. Là, il écope d'un carton rouge face à Pachuca. Il y en a beaucoup, je vais regarder les commentaires qui disent en gros qu'il est beaucoup trop surcoté ce joueur. J'en sais rien, mais c'est vrai qu'il faut absolument qu'il fasse mieux. Là, t'as pas le droit de faire ça. Tu sais qu'en plus tes derniers défenseurs, tu l'agrippes, c'est carton rouge, il le sait. Tu essaies de le gêner au pire, voilà, ça fait but ou action. Il y a comme Thibaut Courtois encore qu'il faut marquer. Ou au pire ça fait but, ok, mais tu restes à 11 contre 11, que là tu pénalises ton équipe.
voilà, heureusement, hein, l'équipe du Real quand même s'est imposée. Mais il a dit, hein, Xabi Alonso, hein, voilà, sur le carton rouge concédé par Raúl Asensio, donc il n'aurait pas dû commettre cette faute. Il le dit, non, il aurait dû le laisser passer. Oui, ben, tant pis, après c'est maintenant Courtois et l'attaquant de Pachuca au duel, mais lui, il ne doit pas faire ça. Nous allons parler avec lui pour qu'il évite ce genre de faute, parce que là, ça passe en Coupe du Monde des clubs contre une équipe comme Pachuca, mais ça passera pas contre le Barça ou l'Atlético Madrid, hein, bien sûr, en Liga. Et toujours avec Xabi Alonso, hein, il est content parce que première victoire pour Xabi Alonso avec le Real Madrid en tant qu'entraîneur. Donc félicitations à lui. Est-ce que la machine est lancée? On verra. Donc prochain match, hein, pour le Real, ça sera contre Salzbourg. Ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sera 3h du matin. Hein, cette rencontre. Aurélien Tchouaméni tient la fin du match. Hein, il est revenu sur la finale de Ligue des Champions que le Real Madrid n'était pas allé là dire. Hein. C'était vraiment difficile pour nous de regarder la finale de LDC jouée par deux équipes qui ne sont pas le Real Madrid, parce que souvent le Real Madrid y est en finale, hein, surtout là sur les dernières années, hein, une fois sur deux ils y sont. Hein. Là ils n'y étaient pas, donc ils ont bien sûr regardé le match, hein, ensemble, hein, les joueurs du Real Madrid, mais voilà, on voit ce qu'il a pu dire, c'était compliqué un peu de regarder cette compétition sans l'équipe madrilène. On continue avec les autres rencontres, hein, du week-end en Coupe du Monde des clubs. Qui on reste dans le groupe du Real Madrid, et ben Salzbourg, futur adversaire du Real contre Al Hilal, 0-0. Voilà, il n'y a plus de vainqueur, ça fait les affaires plutôt du Real Madrid du coup. Pourquoi? Parce que du coup le Real est premier, hein, de cette poule, hein, 4 points avec Salzbourg, 2 points pour Al Hilal, et Pachuca 0 points. Est officiellement éliminé, hein, parce que les deux premiers passes, même si Pachuca gagne le dernier match, seront 3 points. Ils seront toujours 3e, hein, au mieux. Donc voilà, prochain match, un Real Salzbourg, on verra qui sera en tête. Hein, vous savez que c'est important de finir premier et deuxième, on verra. Donc voilà, ça sera lors de la prochaine journée. On continue aussi avec Manchester City qui joue contre Al Ain, une équipe des Émirats Arabes Unis. Et festival, hein, 6-0 pour Manchester City. Donc Gundogan doublé, Echeverry, magnifique but sur coup franc. Erling Haaland buteur sur penalty aussi, Bob qui a été buteur, et aussi Ryan Cherki en toute fin de match. Cherki vraiment il a fait une belle entrée en jeu. Il a commencé remplaçant, il a fait vraiment voilà ce qu'il fallait faire. En plus son premier but, hein. Donc 27 tirs, 11 tirs cadrés et 6 buts marqués. Tiens regardez, on parlait tout à l'heure de Pachuca, hein, qui avait réalisé aussi 11 tirs cadrés, mais ils ont marqué seulement un but. Voilà, Real City ils en ont mis 11 tirs cadrés, mais ils en ont mis 6. Voilà, donc là ça fait totalement bien sûr la différence au tableau d'affichage, hein, quand tu marques tes occasions. Et officiel, du coup City avec 2 matchs de victoire est qualifié pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde des clubs, hein. Félicitations à eux. On va parler de l'homme du match, hein, de cette rencontre contre Al Ain, c'est Gundogan, est élu homme du match face à Al Ain, donc félicitations à lui. Donc il a marqué 2 buts au bout de seulement 2 matchs, hein. Gundogan compte plus de buts en Coupe du Monde des clubs 2 qu'en Première Ligue cette saison, en Première Ligue, hein. Sur toute la saison, il a marqué seulement 1 but Gundogan, et là, rien qu'hier, il a marqué 2 buts. Donc, bon après c'est vrai qu'Al Ain, ça n'a pas le niveau d'une équipe de Première Ligue, c'est vrai. Mais voilà, un Gundogan, on peut voir qu'il retrouve des couleurs, on peut dire, du côté de cette compétition. Et concernant Claudio Echeverry, il dit ce jeune Argentin, buteur sur coup franc, voilà. C'est ça, et c'est parti en pleine lucarne, hein, son coup franc. Le gars là, j'ai vu, il n'a même pas bougé, il est resté sur sa ligne, tellement qu'il était très bien tiré. Le coup franc. Et concernant Cherki, donc percutant, agitateur et surtout buteur, Ryan Cherki a réalisé une superbe entrée face à Al Ain, ça va lui faire du bien. Son premier match a été très décevant, il était beaucoup critiqué en Angleterre, alors que c'était seulement son premier match, mais là vraiment il a marqué des points, et ça fait plaisir. Et je vois des choses à l'entraînement de Cherki, je me dis quel joueur, hein. Donc Pep Guardiola est déjà un grand fan, hein, bien sûr, de Ryan Cherki. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur City. Et City qui a dans la même poule, il y avait la Juventus Turin, prochain match City-Juventus, et la Juve aussi, hein, qualifié, donc 4-1 contre le Wydad Casablanca, avec un doublé de Yildiz, un but de Vlahovic, hein. Donc voilà, félicitations bien sûr à la Juve, bon efficace, la Juventus Turin aussi, hein. Je vois les buts marqués, il y en a 4, mais il y a eu 3 tirs cadrés. Il y a un but qui a été un but contre son camp, donc voilà, aussi ultra efficace, comme le Real Madrid tout à l'heure qu'on parlait, avec 3 tirs cadrés, 3 buts pour le Real. La Juve c'est pareil, hein. Et Casablanca a eu quand même 6 tirs cadrés, ça a peut-être mérité mieux, tout simplement, les Marocains. Mais bon, la fin du compte, plus important, là c'est seulement ça nous donne une indication du match, les stats plus importants restent le résultat final. Et c'est la Juve bien sûr qui s'impose, et du coup la Juve c'est officiel, est qualifiée voilà, pour les 8e de finale. Donc 2 matchs de victoire, donc ils ont posé un 5-0 à Al Ain et un 4-1 à Wydad, hein, pas mal, ils ont marqué 9 buts quand même à cette équipe de la Juve sur leurs 2 premiers matchs, hein. Concernant l'homme de la rencontre, c'est le Turc Kenan Yildiz qui a été élu homme du match contre Wydad Casablanca. Félicitations à lui, magnifique match, hein, du crack turc, auteur d'un doublé, donc voilà, parfait pour lui. A noter que Randal Kolo Muani, donc il n'a pas marqué, mais il a délivré une passe D, et 2 matchs, hein, sur cette compétition, 2 buts, une passe D, voilà, donc
pas mal ce début de compète, bien sûr, pour Randall Colomwani. A noter aussi que Kefren Turam a été aussi passeur D. Il est meilleur passeur décisif de la Coupe du Monde des clubs avec 3 passes D depuis le début de la compétition. Et du coup, ce classement, il y a 2 équipes qui ont gagné leurs 2 premiers matchs. La Juve City, donc 6 points qualifiés. Donc Wydad Casablanca et Al 1, 0 points, donc éliminé. Donc dernier match, voilà, on saura qui finira en tête, bien sûr, entre la Juve et City. Ce sera les matchs en même temps. Et Wydad et Al 1 vont essayer de sauver l'honneur en essayant de gagner le dernier match de cette compète. On continue avec les autres rencontres. Donc tiens, Dortmund qui joue contre Mamelodi, donc une équipe sud-africaine. Et Dortmund, ça va être un match un peu fou parce qu'il y a quand même 7 buts dans la rencontre et ça tourne en faveur du Borussia Dortmund. Victoire 4-3. Donc Guirassy, Nmecha, un but contre son camp et Job Bellingham ont été buteurs. Donc voilà, félicitations bien sûr au Borussia Dortmund et Job Bellingham, un buteur et même meilleur joueur de la rencontre. Et Job, tiens, donc il a été questionné en gros pourquoi il a mis son prénom, par exemple Jude Bellingham qui joue au Real Madrid, c'est marqué Bellingham sur son flocage de maillot, donc lui c'est marqué Job. Donc Job Bellingham explique pourquoi il joue avec son prénom et non son nom au dos de son maillot. Voilà, donc si vous voulez savoir, voilà, cette décision n'a jamais été faite de manière spontanée. Un coach que j'appréciais particulièrement m'a suggéré de mettre seulement mon prénom à Sunderland et j'ai trouvé ça cool et unique de mettre mon propre prénom sur mon maillot. Il n'y a pas de signification très profonde derrière cela. C'est pas par rapport qu'il veut être pistonné, voilà, parce que son frère il s'appelle Bellingham, il veut pas non plus remettre Bellingham. Non, rien à voir. C'est juste que un coach lui avait dit que ça faisait stylé mettre Job et il met Job. Après tu choisis, si tu veux mettre ton prénom ou ton nom, lui c'est Job tout simplement pour Job Bellingham. On continue avec les autres rencontres du week-end. L'Inter Milan qui joue contre Urawa Reds, donc une équipe japonaise. Et l'Inter a fait le taf, il perd 1-0. L'Inter jusqu'à la 77e minute de jeu, heureusement ils ont marqué 2 buts en fin de match. Martinez et Valentin Carboni qui avait été prêté à Marseille, très peu joué, il s'était fait je crois, une grave blessure, je crois qu'il est revenu, je crois que c'était son premier match depuis longtemps. Il a été le buteur, surtout qui donne les 3 points très importants pour l'Inter pour se qualifier pour la suite du tournoi. Bon, après l'Inter mérite sa victoire, plus de 26 tirs quand même, mais seulement 4 tirs cadrés, c'est qu'il y a encore beaucoup de tirs, 22 frappes hors 4 quand même pour l'Inter, c'est quand même énorme. Bon, ils ont quand même gagné, c'est ça le principal. River Plate contre Monterrey, 0-0 entre l'équipe par exemple de Franco Mastantuono et Sergio Ramos. Donc River Plate a plutôt dominé, plus de 18 tirs, 6 tirs cadrés, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Et Monterrey, bien sûr, prend son deuxième point de la compète. Ils ont déjà fait un nul lors du premier match. Ils font un nul lors du deuxième match. Toujours pas perdu. Bon, ils n'ont pas non plus gagné une rencontre. Et Ramos, qui dit à Mastantuono de se relever après un contact. La spéciale, bien sûr, de Sergio Ramos. Concernant un ex-joueur du Real et un futur joueur du Real. Parce qu'oubliez pas que Franco Mastantuono va rejoindre le Real après la Coupe du Monde des clubs. Et en tout cas, c'est lui qui a été élu homme du match lors de cette rencontre contre Monterrey. Il y avait également Fluminense contre Ulsan. Et Fluminense s'est imposé 4-2. Donc, félicitations, bien sûr, à cette équipe de Fluminense. On peut voir les statistiques de la partie et c'est vrai que Fluminense c'est une équipe brésilienne et c'est vrai que énorme performance des Brésiliens pour l'instant dans ce mondial des clubs. Dans le groupe A, Palmeiras actuellement leader. Dans le groupe B, groupe du PSG, c'est Botafogo qui est actuellement premier, une équipe brésilienne. Flamengo est premier également. Et dans le groupe F, c'est Fluminense. Voilà, donc les 4 équipes brésiliennes engagées, et les 4 sont premières de leur poule. Voilà. Alors qu'il y a quand même des grosses équipes européennes dans chaque poule, mais à chaque fois, c'est les équipes brésiliennes qui sont devant. Donc, félicitations à toutes ces équipes-là. Au programme aujourd'hui, donc là, on rentre vraiment toute la deuxième journée a été jouée. Maintenant, on rentre dans la troisième et dernière journée. Donc là, les 2 rencontres de chaque poule se jouent en même temps. Donc là, par exemple, ce soir, il n'y a pas de match à 18h ni à minuit. Il y a 2 matchs à 21h et 2 matchs à 3h. Donc tout d'abord, ce sera le groupe du PSG. Alors, ce sera le premier match. 21h, Atlético Madrid, Botafogo et Seattle PSG, 21h en même temps. Et après, Porto, Al Ahly et l'Inter Miami, Palmeiras. Donc on connaîtra bien sûr qui affrontera qui, surtout les premiers. Donc voilà, côté PSG, parce que là, on va parler du Paris Saint-Germain. Une victoire, une défaite. Donc ce soir, il faut gagner. Il ne faut pas prendre parce que tu peux te faire éliminer. Bien sûr, si Paris, par exemple, perd contre Seattle et Atlético Botafogo, il y a match nul, le PSG est officiellement éliminé de la Coupe du Monde des clubs. Ce serait terrible quand même pour Paris de sortir d'une poule. Alors surtout si tu gagnes le premier match 4-0, tu fais sortir après, ça ne passerait pas. Donc il faut gagner contre Seattle qui a perdu comme ses 2 premiers matchs. Donc voici la composition probable pour Seattle PSG d'après l'équipe. Et moi je suis plutôt surpris. Après c'est le journal L'équipe, les journalistes qui ont mis ça. Parce que pour moi c'est un match quand même important. Si tu perds, c'est pas encore sûr parce que tu peux quand même être qualifié en perdant, mais voilà, je pense que c'est pas l'option de perdre. On peut voir que c'est quand même une équipe plutôt une équipe bis du PSG.
J'espère que voilà, il se trompe en gros le journaliste de l'équipe, parce qu'on peut voir par exemple que Beraldo, que Zeremri, que Lee, que même Gonzalo Ramos n'auront des remplaçants pour être titulaires, ce qui veut dire peut-être Hakimi, tout ça pourrait souffler. Je ne vois pas ce qui a soufflé. Ce soir, c'est quand même un match hyper important. Bon, là, c'est la compo de journal équipe, mais la compo par exemple, du journal Le Parisien, lui mettre la grosse équipe, et j'espère que ça sera ça, avec Donnarumma, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Ruiz, Vitinha, Neves, et devant Barcola, Kvaratskhelia en faux numéro 9, et Doué à droite. Dembélé, c'est encore trop juste. Il pourrait jouer Dembélé, j'ai vu ce soir, mais pas titulaire. Il aurait peut-être joué à la fin de match. Voilà. J'espère voir cette compo-là ce soir, pour pas avoir de regrets, parce que voilà, il n'y a plus rien à faire tourner. Là, il faut gagner ce soir. Oui, tu aurais gagné contre Botafogo, tu aurais été qualifié, j'aurais compris une rotation. Mais ce soir, je pense qu'il faut mettre la belle équipe du PSG, celle qu'a montré la dernière semaine, bien sûr, que c'était la meilleure équipe d'Europe. Et pour vous dire vraiment que c'est important aussi, déjà de se qualifier aussi, premier, deuxième, parce qu'à l'instant T, les gars, regardez à quoi ressembleraient les huitièmes de finale. Et vous allez me dire, oui, il y a quand même quelque chose de très surprenant. Il y a un côté, je trouve, très compliqué. Il y a un côté plus facile, entre guillemets, même s'il n'y a rien de facile dans le football. Mais regardez le côté gauche et le côté droit. Donc le PSG, s'ils finissent deuxième, serait dans le côté gauche, où il y a par exemple le Bayern, il y a Chelsea, il y a Dortmund, il y a la Juve et il y a le Real. Et côté droit, donc regardez Botafogo, qui est actuellement premier, c'est tout en haut. Et ben voilà, à part Manchester City, voilà, n'importe quelle équipe, c'est compliqué, bien sûr. Mais si c'est comme ça, les gars, les huitièmes, il y en a plein, ils vont dire c'est boulevard pour City pour aller en finale. Alors que côté gauche, c'est très compliqué. Après, ça va beaucoup bouger, parce que bien sûr, là, c'est à l'instant T. Voilà, on saura beaucoup plus dans quelques jours, quand on connaîtra officiellement les premiers, bien sûr, les deuxièmes de chaque poule. Mais voilà, l'importance aussi du PSG de finir en tête. Tu es dans l'autre côté. Si tu finis deuxième, tu es dans ce côté-là, où il y aura certainement le Real. S'ils finissent premier, le Real sont de ce côté-là aussi. Voilà, en gros, par rapport à cette Coupe du Monde des clubs. Et toujours avec cette compète, Infantino, donc le président de la FIFA, bien sûr, il a dit, affirme que les joueurs adorent cette Coupe du Monde des clubs. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Il a dit les joueurs qui disputent la Coupe du Monde des clubs prennent énormément de plaisir. Harry Kane, le capitaine de l'Angleterre, a par exemple joué vendredi à Miami avec le Bayern face à Boca Juniors. C'était un match exceptionnel avec une ambiance incroyable. L'attaquant anglais lui-même a déclaré en interview à quel point il trouvait cette compétition superbe. Les joueurs présents profitent pleinement et ceux qui ne participent pas aimeraient clairement faire partie. Voilà en gros ce qu'il peut dire Infantino. Bon, après, c'est sa compétition qu'il a créée, donc il ne va pas dire voilà, les joueurs détestent cette compète et tout. Bien sûr, il va dans le sens de cette compète pour dire que c'est une belle compète, bien sûr. Et voilà ce qu'a pu dire Infantino. Et il dit également, on veut montrer aux jeunes Américains que si on est bon et talentueux, voilà, en gros, il y a des chances de percer dans le football, le soccer. Donc le football offre un chemin vers la gloire et l'argent. Donc Infantino veut faire du football le sport numéro 1 aux États-Unis et se donne 5 ans pour y arriver. Désormais, je suis là, ajoute-t-il avec humilité, que voilà, c'est lui le sauveur. Parce qu'aux États-Unis, en Europe, oui, le football, c'est le sport numéro 1. Voilà, et de loin. Mais aux États-Unis, c'est pas du tout. Il y a le basket qui est devant, il y a le hockey, il y a le football américain, il y a tous ces sports. Le football doit être classé 4 ou 5e, je crois même 5 ou 6e plutôt. Le baseball, tout ça, c'est devant le foot. Donc lui, voilà, il veut en gros que dans 5 ans, en gros, ça soit le sport numéro 1. En gros, le soccer, comme ils appellent ça aux États-Unis. Donc voilà. On verra ce qu'il se dit, un petit peu le héros. Désormais, je suis là. Voilà. On verra s'il réussira ça. On fera le bilan dans 5 ans. Bref, on continue les gars, plus rien à voir avec la Coupe du Monde des clubs ou l'Euro, on a fait tout le tour de ce qu'il y avait à dire ce week-end, on continue avec les autres infos. Tiens, aujourd'hui il a eu une journal équipe et on peut voir Paul Pogba, Monaco, Banco, parce que ça va se faire les gars, on en parlait ces derniers jours, là tout s'est accéléré, après de longues négociations, le champion du monde 2018 s'est mis d'accord pour un contrat de 2 ans avec le club de la Principauté, éloigné de toute compétition depuis septembre 2023, ça fait plus d'1 an et demi qu'il n'a pas joué, donc septembre, tiens, c'est même dans quelques mois, dans 3 mois. Dans 3 mois, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, mais il va rejouer. Parce qu'il va retrouver une équipe. C'est bien sûr l'AS Monaco à 32 ans, il va découvrir la Ligue 1. Paul Pogba, donc Monaco est sur le point de conclure un accord avec Paul Pogba, confirme Fabrizio Romano. Le Erwigo est très proche. Il pourrait même intervenir aujourd'hui lundi, ce Erwigo de Fabrizio Romano concernant l'arrivée de Pogba du côté de l'ASM. C'est une énorme recrue bien sûr pour Monaco, s'il retrouve le niveau de Pogba à l'époque. Et aussi pour la Ligue 1, les gars, c'est une tête d'affiche. Bien sûr, Pogba, c'est un joueur que tout le monde connaît dans le monde entier. Et doit venir jouer en Ligue 1. Et ça, bien sûr, c'est parfait pour le championnat français. Je suis comme un jeune qui va rejoindre un centre de formation pour la première fois. Tout va dépendre de moi. Paul Pogba, hier, dans 7 à 8, il était interviewé dans le magazine 7 à 8 sur TF1. Il n'a pas dit qu'il allait à Monaco. C'est toutes les rumeurs fuitent qu'il va à Monaco. Il a dit en gros que voilà, ça fait déjà 2 ans qu'il n'a pas joué. Et là, en gros, il se sent comme un jeune en gros qui va retrouver un centre de formation après 2 ans sans avoir été dans un club. Et le vestiaire de l'AS Monaco voit d'un très bon œil l'arrivée de Paul Pogba parce que c'est quand même un joueur de classe mondiale, bien sûr, Paul Pogba. Et l'objectif aussi, on pense, pour Pogba, c'est la Coupe du Monde, bien sûr, revenir en France en Ligue 1,
Deschamps, bien sûr, il suit énormément le football européen, mais voilà, Deschamps habite en France, il regarde peut-être beaucoup la Ligue 1, il est Pogba à Monaco, il va le voir tous les week-ends. Hein. Et s'il y a un grand Pogba, il y aura des chances de revoir Pogba bien sûr, avec les Bleus peut-être en Coupe du Monde l'année prochaine. Hein. Et concernant l'OM, on se dit Marseille, pourquoi ils ne sont pas allés chercher quand même Paul Pogba. Donc l'OM ne s'est jamais positionné pour récupérer Paul Pogba. Le Français n'a discuté qu'avec Monaco en France. Voilà, donc c'est clair et net. Donc pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais... Voilà, ça pourrait se faire les gars très prochainement, hein, ce serait magnifique je pense pour l'AS Monaco. Et c'est pas fini avec Monaco parce que aussi Ansu Fati qu'on parle lui aussi depuis 2-3 semaines, hein, il y a le Here We Go de Fabrizio Romano, ça date déjà de 3 semaines à peu près. On se dit des fois le Here We Go, des fois ça se fait officiellement 2 ou 3 jours après, là ça prend pas mal de temps mais ça va se faire en dessous Fati. Monaco avance bien dans le dossier Fati. On se dirige vers un prêt avec une prise en charge partielle du salaire parce que ce qui coinçait en gros, c'est pas le prêt c'était ok, mais c'était par rapport au pourcentage que le Barça allait payer de son salaire. Monaco voulait pas payer 100% du salaire de Fati, il voulait que le Barça prenne un pourcentage. Peut-être que Monaco paye 70% du salaire de Fati, que le Barça en prenne 30%. Donc là, je crois qu'ils se sont mis d'accord les deux clubs. Hein. On ne sait pas encore c'est quelle proportion pour les deux clubs, mais voilà, ça devrait se faire également. En dessous, Fati, c'est pas mal, hein. Paul Pogba et Fati à Monaco. Bon, c'est deux joueurs quand même qui ont besoin de se relancer, hein, bien sûr, mais s'ils se relancent et s'ils retrouvent leur niveau d'avant, ce serait deux très grands joueurs pour l'ASM. On continue également avec le gros transfert de ce week-end. Ça y est les gars, on en parlait depuis pas mal de semaines, pas mal de mois, ça y est c'est fait. C'est bien sûr Florian Wirtz du côté de Liverpool, 136 millions d'euros. C'est le plus gros achat-revente de l'histoire réalisé par le Bayer Leverkusen. Ce joueur les gars, en 2020, il y a 5 ans, il a acheté par Leverkusen 200 000 euros. 200 000 euros, il arrive en provenance de Cologne. 200 000 euros, il est revendu de 136 millions d'euros. Donc voilà, un Wirtz quitte le Bayern et rejoint ses... Enfin, vous avez vu la plus-value comme que c'est fait le Bayer Leverkusen. Voilà, donc énorme plus-value bien sûr du club allemand de Leverkusen, et Wirtz devient la vente la plus chère de l'histoire de la Bundesliga, le recrutement le plus cher de l'histoire de la Première Ligue et le transfert le plus cher de l'histoire de Liverpool, 136 millions d'euros, et je crois qu'il doit être dans le 3 ou 4e des plus gros transferts de l'histoire du football. Bon, il y a Neymar, Mbappé, après je crois qu'il y a Coutinho qui doit être à 145 et je crois que c'est lui après, 136. Voilà en gros, Florian Wirtz. Donc je ne viens pas à Liverpool pour m'amuser. Il a été clair, Wirtz affiche sa détermination lors de son arrivée chez les Reds. Je veux réaliser quelque chose ici et donner aux fans ce qu'ils méritent. Voilà, donc il est clair et net. Donc voilà, maintenant on lui souhaite bonne chance du côté de la Première Ligue. On continue avec d'autres infos mercato. Tiens, on va parler de Nico Williams parce que ce joueur, on en parle beaucoup là. Depuis quelques jours, on sait qu'il a une préférence. C'est le FC Barcelone, mais le Bayern Munich insiste pour convaincre Nico Williams de rejoindre l'Allemagne. Donc le Bayern insiste pour Nico Williams et lui offre 12 millions d'euros par an, prime comprise. Le Barça lui propose 7 à 8 millions en salaire net. Le Bayern propose beaucoup plus. Un tiers de plus quand même, un 12, donc ça peut bien sûr faire changer d'avis Nico Williams. Bon, pour l'instant, le joueur a toujours une préférence bien sûr pour le Barça. Le plan B, bien sûr, c'est pas possible, c'est Bradley Barcola, le joueur du PSG, mais bon, à Paris les gars, c'est hors de question de lâcher Barcola. Donc voilà, bon après il y a d'autres pistes bien sûr du côté du Bayern, parce que là c'est quand même des joueurs, un veut aller au Barça, l'autre à Paris, on pense que Paris va le garder. Bon, il y a quand même Léao, il y a Cody Gakpo, il y a Luis Diaz, il y a Martinelli aussi qui sont des plans, des autres alternatives du côté du Bayern, parce que le Bayern veut un nouveau ailier. Après le départ de Leroy Sané, ils doivent trouver son remplaçant. Voilà, de toute façon, c'est sûr qu'il y aura un ailier qui arrivera, après lequel on verra. Et concernant, toujours avec Nico Williams, peu importe si tu pars ou si tu restes, tu as perdu tout notre respect. En gros, les supporters de Bilbao ont effacé Nico Williams de la fraise dédiée aux joueurs. Donc là, il y a son frère Inaki qu'on peut voir, et à côté, il y avait son frère Nico Williams. Ils l'ont effacé. Ils ont mis ce message en gros. Parce que du côté de Bilbao, voilà, ils n'acceptent pas du tout son départ. Il laisse seulement Inaki sur la fresque. Et vient communiquer, Bilbao répugne cet acte de vandalisme et promet que Nico Williams sera bientôt de nouveau sur la fresque. Voilà, normalement la fresque elle était comme ça. Et là en gros ils ont enlevé Nico. Et Bilbao a dit, vous rappelez un peintre, j'en sais rien, un artiste pour refaire la fresque en gros avec Nico Williams. Nico est l'un des nôtres, un joueur élevé à Lezama, adoré du vestiaire et soutenu par ses fans. La dignité d'un club se reflète aussi dans la façon dont il protège les siens. C'est pourquoi ceux qui ont fait assez l'image de Nico de la fresque ne représentent pas l'Athletic Club. Et s'ils pensent faire partie de cette famille, ils doivent savoir qu'ils ont tort. Manquer de respect à l'un des nôtres, c'est manquer de respect à l'Athletic Bilbao en gros. Donc l'Athletic Club a déjà contacté l'artiste Carlos Lopez pour l'aider dans tout ce qu'il aura besoin afin de restaurer Nico Williams sur la fresque aux côtés de son frère Inaki.
Voilà. Donc du côté de Bilbao, ça passe pas du tout. Enfin, pour certains supporters, pas pour tous, mais pour certains, ça passe pas le départ bientôt de Nico, qui veut pas prolonger, on peut dire, du côté de son club de Bilbao. Il a été formé, n'oubliez pas, Nico Williams. Here we go, tiens, c'est Jarell Quansah, donc défenseur anglais de Liverpool. Il va rejoindre le Bayer Leverkusen. Donc montant de l'opération 40 millions d'euros. Donc voilà, c'est peut-être une somme en moins, voilà, que par rapport à Wirtz, c'est le Wirtz 136, mais du coup ils récupéreront comme 40 comme Liverpool, parce qu'ils vont vendre comme ça à l'équipe de Leverkusen. Concernant Azdin Ounahi, joueur de l'Olympique de Marseille, il avait été prêté au Panathinaikos cette saison, et 12 millions d'euros, c'est le prix fixé par l'OM pour Azdin Ounahi. Le club phocéen ne veut pas de prêt, ils veulent un transfert sec en gros sur ce futur mercato. Brighton se prépare à faire une offre de 47 millions d'euros à Liverpool pour Harvey Elliott, qu'on parlait tout à l'heure, qui a été buteur avec la sélection espoir anglaise contre l'Espagne lors de l'Euro. Et il devrait partir parce que lui il a envie de jouer. Il veut jouer beaucoup plus, c'est qu'il a très peu joué à Liverpool cette saison et Brighton serait très intéressé pour l'avoir. L'AC Milan se positionne sur Thiago Santos. Le score aurait fixé le prix du latéral portugais à seulement 15 millions d'euros. Pour rappel, le talent lillois est blessé depuis octobre, rupture des ligaments croisés. Mais l'AC Milan, voilà, vu que là il arrive bientôt à la fin de sa blessure, il est proche du retour, certainement au début de saison prochaine sera là, et l'AC Milan bien sûr aimerait avoir le latéral portugais. Manchester United est de retour à la charge pour Moschina, donc l'attaquant italien de la Fiorentina. Donc l'attaquant de la Fiorentina a une clause de 52 millions d'euros du 1er au 15 juillet prochain, dans quelques jours. Donc Al-Qadsiya, donc une équipe saoudienne, où joue par exemple Aubameyang, même Nacho, c'est une équipe qui a beaucoup d'argent, comme les clubs saoudiens, mais eux ils en ont beaucoup. Donc propose 97 millions d'euros, donc 52 millions d'euros pour la clause et 45 millions d'euros en salaire pour le joueur sur 3 saisons. Voilà, donc après ça Moschina maintenant décidé ce qu'il compte faire bien sûr. À la Manchester, reste à la Fiorentina où aller signer un gros contrat du côté du championnat saoudien. Des nouvelles également de Randal Kolo Muani. J'ai dit il est pas mal actuellement avec la Juventus Turin, pas mal de fois décisif dans cette Coupe du Monde des clubs. Et Chelsea a approché le PSG pour s'offrir un Randal Kolo Muani. Un pari bien sûr, ils ne vont pas le conserver la saison prochaine. Donc ça sera soit de nouveau un prêt ou soit peut-être une vente si la Chelsea propose une belle somme. Bien sûr, Paris sera vendeur. Théo Hernandez a donné son accord pour rejoindre Al Hilal d'après Di Marzio, qui est un célèbre journaliste. On parle beaucoup de Fabrizio Romano, mais lui, c'est un peu le bis, le Fabrizio Romano bis, on va dire. Di Marzio, quelqu'un quand même très bien réputé et fiable de ses infos. Il dit en gros qu'Hernandez a donné son oui pour rejoindre Al Hilal, donc affaire à suivre. Concernant Vini Junior, donc tout est bouclé pour la prolongation du contrat de Vini Junior au Real Madrid. La prolongation du Brésilien sera annoncée dès la fin de la Coupe du Monde des clubs. Dès que ce sera fini, on apprendra la prolongation avec un salaire à la hausse pour Vini Junior. Le Havre va être racheté, donc le club va devoir éponger une dette de 15 millions d'euros avant de passer dans la DNCG. Mardi, donc demain, le club normand entre dans une nouvelle ère. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ils vont être achetés avec quelqu'un qui a plus d'argent du côté du Havre. Donc voilà, concernant cette équipe havraise qui reste, n'oubliez pas la saison prochaine en Ligue 1. Tiens, toujours avec un autre club, c'est cette fois-ci Crystal Palace et John Textor vend ses parts de Crystal Palace. 45% des parts du club vendues pour plus de 200 millions d'euros. L'acheteur, Woody Johnson, le patron des Jets de New York, voilà, qui achète en gros pour 200 millions d'euros, 45% des parts bien sûr de Palace. Donc John Textor, maintenant il n'a plus Palace, bien sûr il a Lyon, il a Botafogo, mais il a plus cette équipe bien sûr de Crystal Palace qu'il avait en Angleterre. On va parler du FC Andorre, donc club de Gérard Piqué, c'est le président. Gérard Piqué a validé sa montée en D2 espagnol hier soir. Félicitations à eux. Voici leur stade où par exemple l'équipe de Andorre, mais la sélection joue de temps en temps aussi des matchs, par exemple contre la France et des Andorre France dans ce stade, mais pas qu'Andorre, c'est entre la France et l'Espagne dans les Pyrénées. Donc voilà, ils montent la saison prochaine parce que c'est aussi une équipe qui joue en club. Ils montent en D2 espagnol. Imaginez, ils remontent pour les voir en Liga contre le Real ou même le Barça dans un an. Bon, maintenant il faut monter bien sûr. Et là, ça va être compliqué. L'objectif bien sûr, c'est le maintien pour l'équipe de Gérard Piqué. C'est le président ou propriétaire, je sais plus, mais je sais qu'il c'est un dirigeant, c'est quelqu'un qui a le club. Ousmane Dembélé sait que cette Coupe du Monde des clubs est une chance pour lui de se rapprocher du Ballon d'Or. C'est vrai, pour l'instant on l'a pas vu jouer. Dembélé, 2 matchs, pas joué parce qu'il est blessé. Une dispute avait déclaré avec un membre du staff qui lui reprochait de vouloir aller trop vite et revenir trop vite parce qu'il a envie de jouer. Dembélé, il sait que cette Coupe du Monde des clubs, s'il fait des bonnes performances, il peut décrocher le Ballon d'Or. Et il revenait un peu trop vite et il s'est embrouillé avec un gars du staff qui disait non, on revient pas trop vite, tu peux te reblesser, tout ça. Donc voilà, on verra ce soir ces jours-là. Je dis, il pourrait jouer quelques minutes en fin de match.
Ousmane Dembélé. Et toujours tiens avec Dembélé, de Cucurella désigne Ousmane Dembélé comme l'adversaire le plus compliqué qu'il ait jamais affronté. Il a dit c'est Ousmane Dembélé car il est rapide, il peut jouer avec ses deux pieds, il peut passer dans ton dos mais aussi contrôler et faire circuler le ballon. J'ai souvent eu du mal contre lui, surtout lors du dernier Euro. J'avais été mauvais mais j'ai vraiment souffert. Donc, enfin il avait dit j'avais pas été mauvais mais il avait vraiment souffert. Cucurella contre Dembélé, c'était en demi-finale bien sûr de l'Euro où l'Espagne s'est imposée contre l'équipe de France. Les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 devraient être publiés ce mardi, donc demain, hein, il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi, je crois, il y a la première Ligue, hein, toutes les affiches des 38 matchs, hein, saison prochaine, donc Ligue 1, Ligue 2, les calendriers vont tomber normalement, ça sera demain. Le nouveau design des cartes or rares sur FC26, donc le jeu qui sortira là dans quelques semaines. Donc voici les cartes, le design en gros, par exemple de la carte de Trent Alexander-Arnold, hein, sur le prochain FIFA. Tiens, en parlant de son remplaçant, tiens, Trent Alexander-Arnold au Real, mais son remplaçant c'est Frimpong. Et tiens, Frimpong, hein, rejoindre une équipe championne de Première Ligue, c'est un privilège. Et Jérémy Frimpong va être honoré de pouvoir jouer désormais à Liverpool. En plus, il pourra avoir son coéquipier, bien sûr. Voilà, Wirtz, hein, voilà, son ami Wirtz, hein, dans le même club, hein, parce que lui aussi arrive du côté de Liverpool. Tu regardes quoi? Tu veux te faire dribbler? La story de Neymar avec Lamine Yamal, parce que là, bien sûr, on sait que Lamine Yamal est actuellement en vacances avec Neymar, actuellement au Brésil. Donc voilà, parce qu'on sait que c'est deux grands dribbleurs. Alors, en gros, tu veux te faire dribbler, hein, si tu les regardes bien sûr. Hein. Et Lamine Yamal aussi réagit autour des polémiques qui l'entourent, hein, depuis quelques jours. Tout ça avec aussi des copines qu'il aurait, ou bref, il a pas mal de choses, hein, qui circulent autour de lui. Célibataire heureux, il a mis les choses au clair, hein, il n'a personne dans sa vie. Lamine Yamal, hein, il a mis également c'est le Brésil. Hein. Et pour finir, tiens, avec Lamine, il a mis aussi ça. Regarde maman, en gros, enfin maman regarde, donc Lamine Yamal très admiratif de son idole Neymar qui porte son maillot. Donc Neymar avec le maillot de Lamine, il a dit regarde maman parce que sa mère sait que l'idole de son fils, c'est Neymar bien sûr, et voilà, donc là elle voit en gros Neymar avec le maillot de Lamine Yamal, et ça bien sûr, il est très content, il dit à sa mère bien sûr de regarder ça. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain mardi, hein, beaucoup de choses à dire avec les 4 rencontres là de Coupe du Monde des clubs, il y aura bien sûr beaucoup d'infos demain. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.